Le monde peut être plein de surprises merveilleuses. Hier encore, j'ai découvert une part de pizza sous mon canapé. Hmm. Mais c'est rien comparé à la découverte d'une roche ancienne dans laquelle était intégrée une prise électrique, ou à la découverte d'une relique ancienne très intéressante sur un site de fouilles très sérieux. Ceci étant dit, il est temps de jeter un œil à quelques découvertes accidentelles étranges et aux histoires derrière certaines innovations quotidiennes dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. C'est parti. En 1998, l'ingénieur électricien John Williams est parti faire une randonnée dans les montagnes sauvages de l'Amérique du Nord rurale. Il espérait simplement profiter du paysage, mais il a découvert quelque chose qui lui a coupé le souffle. Et je parle pas de l'altitude. Après avoir déterré une pierre de forme étrange, Williams a été surpris de constater qu'un connecteur électrique à 3 broches y était incrusté. Intrigué, il a essayé de retirer la fiche de la pierre, un peu comme une version moderne du roi Arthur retirant son épée du rocher. Cependant, contrairement à l'épée d'Arthur, le connecteur électrique ne bougeait pas. Cet objet mystérieux était-il donc fabriqué artificiellement? Apparemment, non. Williams a affirmé que la pierre n'avait pas été trouvée à proximité d'une zone habitée, mais il n'a pas révélé son emplacement exact, craignant sans doute que le site soit pillé par des chasseurs d'artefacts. Cela a conduit certains sceptiques à conclure que cette découverte fortuite n'était qu'un canular. Cependant, les chercheurs qui ont examiné cet étrange dispositif, désormais connu sous le nom de Williams Enigmalite, affirment le contraire. Apparemment, la roche est composée de granit, de quartz et de feldspath, et ne contient aucun liant, ce qui exclut la possibilité qu'elle ait été fabriquée artificiellement. De plus, le matériau métallique qui compose les broches n'est en fait aucun métal identifiable. Selon Williams, la roche aurait au moins 100 000 ans, ce qui signifie qu'elle ne peut pas avoir été créée par l'homme. Enfin, si notre compréhension du développement technologique de l'humanité est correcte. Des offres allant jusqu'à 500 000 $ ont été faites pour acquérir l'appareil, mais Williams a refusé de le vendre. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est parce qu'il pense que cet artefact appartient à une civilisation ancienne avancée, voire à une race extraterrestre. Pourrait-il s'agir d'une partie d'un ovni ou d'une sorte d'ancien diffuseur de forme de roche? Qu'en pensez-vous? Si cela vous fait penser à un feu arrière d'ovni, cliquez sur j'aime. Si vous pensez plutôt qu'il s'agit d'un purificateur d'air en forme de roche appartenant à une civilisation secrète, alors abonnez-vous. Mais si vous pensez que Mr. Williams invente certaines de ses caractéristiques supposées juste pour se sentir spécial, n'hésitez pas à faire les deux alors. Eh bien, c'est la série de questions la plus folle que j'ai jamais posée, mais ce n'est rien comparé aux découvertes douteuses qui vont suivre. Médicament miracle. Quelques siècles avant la découverte surprenante de John Williams, au XVIIe siècle, un homme souffrant de la malaria titubait dans les forêts andines d'Amérique du Sud. L'infection parasitaire était difficile à supporter et, désespéré, il but à grande gorgée l'eau stagnante du pied d'un arbre. Tout expert en survie vous dira que boire de l'eau stagnante dans la jungle est une très mauvaise idée, car c'est le terrain propice à la prolifération d'agents pathogènes dangereux transmis par l'eau. Bien qu'il ait étanché sa soif, l'homme a rapidement ressenti un goût amer dans sa bouche. Il a immédiatement craint que cela n'ait aggravé la maladie. Cependant, à sa grande surprise, le paludisme s'est atténué, et peu après, il a pu retrouver son chemin et partager son histoire miraculeuse. Aussi fictif que cela puisse paraître, il s'avère que l'écorce de l'arbre quinquina contient de la quinine, un composé qui possède des propriétés antipaludiques. Et devinez où se trouve cet arbre? Exactement, en Amérique du Sud. Il est évident que l'histoire s'est répandue. Dans les années 1640, l'écorce de quinquina a été introduite en Europe à des fins médicinales. Cela semble être une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Eh bien, pas pour tout le monde. À mesure que les effets magiques de la quinine devenaient de plus en plus connus, tout le monde s'est mis à rechercher ce produit miracle. Qu'il s'agisse du roi Louis XIV de France, du roi Charles II d'Angleterre, ou même des innombrables soldats des pays européens qui colonisaient les terres où le paludisme sévissait. Et si la quinine a contribué à sauver la vie de centaines de milliers d'Européens, elle a également facilité la colonisation des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. Malheureusement, pour aggraver encore la situation des populations andines, cela a également entraîné la destruction de leur arbre de quinquina. En 1805, des explorateurs ont recensé 25 000 de ces arbres dans les Andes équatoriennes. Aujourd'hui, il n'en reste que 29. Et il y a des découvertes qu'il aurait mieux valu ne pas faire. Mamma mia! Vous savez peut-être que certaines créatures des profondeurs marines, certains insectes, certaines algues et même certains champignons peuvent briller dans le noir grâce à un phénomène appelé bioluminescence. Bien qu'ils soient tous faciles à observer, vous n'avez probablement jamais vu de photos ou de vidéos d'un mammifère brillant dans le noir. On pensait tous que les mammifères étaient incapables de briller de quelque manière que ce soit, jusqu'à très récemment. En 2017, John Martin, professeur en foresterie au Northland College dans le Wisconsin, se promenait dans les bois la nuit, essayant de déterminer si certains lichens, champignons et plantes brillaient sous une lampe torche ultraviolette.
Alors qu'il fouillait dans les sous-bois, Mr. Martin a entendu un bruissement au-dessus de lui. Il a donc pointé sa lampe torche dans cette direction et a été stupéfait de voir un écureuil rose et lumineux qui le regardait. De manière tout à fait inattendue, John avait découvert que certains mammifères pouvaient être biofluorescents. Mais cette découverte fortuite a incité ses collègues professeurs du Northland College à mener leurs propres recherches. Ce qu'ils ont observé les a laissés bouche bée. Ils ont éclairé un vieux spécimen d'ornithorynque avec une lampe torche à ultraviolet pour voir s'il brillait lui aussi. Et à leur grande surprise, c'était le cas. Cette fois-ci, il avait une teinte bleu-verte. Et ce n'est pas tout. La nouvelle s'est rapidement répandue dans d'autres zoos et musées qui ont inspecté toutes leurs expositions et découvert que des chauves-souris, des diables de Tasmanie, des wombats et bien d'autres animaux brillaient également. Alors pourquoi certains mammifères se transforment-ils en Pokémon Shiny sous la lumière UV? Les animaux biofluorescents ont une fourrure ou une peau qui absorbe la lumière ultraviolette à courte longueur d'onde, et la réémet à une forte longueur d'onde plus longue, la rendant visible pour les humains. On ne sait toujours pas exactement pourquoi certains mammifères possèdent cette caractéristique particulière. Une théorie suggère que leur lueur néon aide les écureuils et les ornithorynques à se reconnaître dans des conditions de faible luminosité. Une autre théorie avance que la lumière émise pourrait suffire à effrayer les prédateurs qui rôdent dans l'obscurité. Pour l'instant, ça reste un mystère, mais qui sait? Peut-être que leur véritable vocation est de devenir des veilleuses vivantes. Jardinosaurus. Si vous creusez dans votre jardin, vous pourriez découvrir des pots de fleurs cassés, ou peut-être, si vous avez de la chance, de vieilles pièces de monnaie. Cependant, un homme de Pombal, au Portugal, a trouvé quelque chose d'un peu plus grand en 2017. Alors qu'il effectuait des travaux sur sa propriété, il a remarqué des fragments d'os qui dépassaient du sol. Mais avant de vous inquiéter, rassurez-vous, il n'était pas tombé sur un ancien site funéraire maudit. Il s'agissait en fait des restes fossilisés d'un dinosaure. Le squelette a été découvert dans une roche sédimentaire du Jurassique supérieur, ce qui suggère qu'il avait environ 150 millions d'années. Les fouilleurs ont continué à déterrer d'autres restes, dont la taille suggère que le dinosaure mesurait environ 12 mètres de haut et 24 mètres de long. À titre de référence, cela correspond à peu près à la taille d'une baleine bleue adulte, le plus grand animal vivant au monde. Les paléontologues pensent que ce squelette imposant appartient à un sauropode brachiosaure, un gigantesque dinosaure herbivore doté d'un cou et d'une queue extrêmement longue. En fait, ce fossile de jardin est si grand qu'il serait le plus grand dinosaure jamais découvert en Europe. Oubliez Jurassic Park, voici Jurassic Yard. Vacances de printemps. Quiconque souffre du mal de mer vous dira que le moindre mouvement de balancement d'un bateau suffit à le rendre malade. Mais la nausée n'est pas le seul problème que peuvent causer les vagues de l'océan. En 1943, Richard James cherchait à mettre au point un dispositif capable de stabiliser les équipements sensibles des navires en mer. Il a finalement eu l'idée de suspendre les objets à des ressorts. Cependant, après avoir accidentellement laissé tomber l'un des ressorts sur le sol, il eut une idée encore meilleure. Lorsque le ressort tomba par terre, il roula sur lui-même comme un verre métallique. Tout excité, James rendra chez lui et parla de sa découverte à sa femme. Elle consulta le dictionnaire à la recherche du nom parfait pour cette nouvelle invention qui ressemblait à un jouet. Finalement, le couple choisit un nom et vous reconnaîtrez probablement le Slinky. On peut affirmer sans risque que leur découverte fortuite fut un succès. Plus de 360 millions de jouets Slinky ont été vendus depuis leur mise en vente en 1945. Cependant, les avantages de cette découverte fortuite n'étaient apparemment pas suffisants pour Richard. En 1960, il quitta l'entreprise Slinky et sa famille pour rejoindre une secte religieuse en Bolivie. On pourrait dire qu'il s'est slinké. Ouais, ok, c'est bon, c'était une vanne de merde, j'y vais. Une découverte dans le domaine des céréales. Il n'y a rien de pire que des aliments moisis, non? Cependant, aussi incroyable que cela puisse paraître, il est parfois avantageux de laisser vos aliments à l'air libre durant la nuit. Demandez simplement aux frères Kellogg. Ces frères, qui étaient deux des premiers gourous du bien-être aux États-Unis, ont tenté de préparer un nouveau lot de granola à partir de grains de blé un jour de 1898. Cependant, après être allés se coucher sans ranger leurs pâtes à base de céréales de blé, ils ont découvert le lendemain matin que leur mélange avait fermenté. Ça peut sembler être un moyen rapide d'avoir des maux d'estomac, mais la fermentation des céréales comme le blé contribue en fait à les rendre plus digestes. Ainsi, lorsque la pâte a été étalée en fines feuilles et cuite, elle a produit des flocons parfaitement fins et croustillants. Finalement, Will Kellogg a découvert que le maïs plutôt que le blé produisait des flocons encore plus croustillants. 8 ans plus tard, Will a ouvert la Battle Creek Toasted Cornflakes Company, créant ainsi le premier lot de cornflakes Kellogg's. Depuis lors, on peut dire que ces céréales sont devenues très populaires. Aujourd'hui, la société Kellogg's vaut la somme impressionnante de 24,8 milliards de dollars et vend environ 31,7 millions de boîtes de cornflakes chaque année. Il est assez évident de penser que ces chiffres colossaux sont le résultat d'un mélange accidentel de pâtes. Je devrais peut-être vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui fermente sur le comptoir de ma cuisine. Ça pourrait être dégoûtant, mais ça pourrait aussi être les prochains cornflakes.
Seul le temps et les cafards nous le diront. Allumage du feu. Même après l'invention des briquets, il est possible que vous trouviez une bonne vieille boîte d'allumettes quelque part dans votre maison. Cependant, aussi utiles et populaires que soient ces petits bâtonnets, ils n'ont pas été conçus intentionnellement. En 1826, le chimiste anglais John Walker travaillait avec du phosphore, du sulfure d'antimoine et du chlorate de potassium. Pour ceux d'entre nous qui ne maîtrisent pas la chimie, il s'agit essentiellement de substances avec lesquelles il est préférable de ne pas jouer. On pense que Walker manipulait dangereusement ces composés pour fabriquer des amorces à percussion pour les armes à feu. Cependant, après avoir mélangé les ingrédients, il s'est retrouvé avec une petite goutte sur le bout de son bâtonnet. Afin d'essayer d'enlever ce résidu, Walter l'a frotté contre sa cheminée. À ce moment-là, le bâtonnet s'est enflammé. C'est ainsi qu'il a créé, par hasard, la première allumette à friction. Au cours des mois suivants, Walker a perfectionné son mélange et 1 an plus tard, il commençait à commercialiser son invention, alors connue sous le nom de Friction Lights, lumière à friction. Cependant, pour des raisons inconnues, Walker ne fit jamais breveter son invention. Sans surprise, d'autres inventeurs s'empressèrent de s'approprier son idée et créèrent leur propre allumette à friction. Aujourd'hui, environ 500 milliards d'allumettes sont utilisées chaque année rien qu'aux États-Unis. Qui aurait cru que les produits chimiques et le feu formeraient une combinaison si parfaite? Rave sous-marine. En septembre 2022, des pêcheurs au large des côtes du Devon en Angleterre cherchaient à attraper des homards grâce à une méthode alternative, bien que lumineuse. Au lieu de mettre des appâts dans des casiers à homards coûteux, ils utilisaient des petits spotlights sous-marins. L'idée était que l'appât éclairé pourrait faire apparaître le casier à homard comme un abri potentiel, ou que le crustacé serait attiré par la lumière. À la grande surprise des pêcheurs, les lampes se sont avérées être un énorme succès, mais pas auprès des homards, plutôt auprès des coquilles Saint-Jacques. Habituellement, les pêcheurs attrapaient environ 5 coquilles Saint-Jacques sur 35 000 casiers. Cependant, avec l'ajout des lampes LED, ils en attrapaient environ 15 pour 50 casiers. Cela représente une augmentation de 1500 fois. Les scientifiques tentent toujours de découvrir pourquoi les coquilles Saint-Jacques sont attirées par ces petites lumières. Après tout, elles n'ont même pas d'yeux. Ou peut-être que si. Il s'avère que les coquilles Saint-Jacques n'ont pas un ni deux, mais près de 200 yeux, tous deux alignés sur le manteau de leur coquille. Bien qu'ils ne fonctionnent pas comme nos yeux, ils leur permettent de détecter leurs proies en les repérant dans la lueur de la lumière. Les scientifiques pensent que c'est pour cette raison que les animaux peuvent tout simplement pas résister à cette petite tache de lumière, comme des papillons attirés par une flamme, ou plus précisément, des coquilles Saint-Jacques attirées par une LED. Et c'est tant mieux, la méthode traditionnelle pour pêcher les délicieuses coquilles Saint-Jacques consiste à draguer. Aujourd'hui, on drague les coquilles Saint-Jacques en utilisant des filets métalliques très résistants, qui sont tirés sur les fonds marins s'enfonçant dans le sable pour extraire les coquilles et faire passer dans les filets. Cependant, cette méthode de pêche cause des dommages irréparables aux fonds marins, et il faut jusqu'à 10 ans pour que les écosystèmes se remettent du dragage. Mais avec la découverte des discothèques pour coquilles Saint-Jacques, on peut espérer voir bientôt diminuer cette technique de pêche, et je pense que cela mérite d'être célébré. En pleine forme. Le 11 septembre 2001 a été un jour sombre pour l'Amérique. Une attaque contre le World Trade Center a détruit les tours jumelles, près de 3000 personnes ont perdu la vie. Cependant, au milieu de cette tragédie, une équipe de construction travaillant sur le site de Ground Zero a fait une découverte incroyable qui a légèrement atténué la douleur de cette perte. En 2010, les travaux de creusement ont commencé pour le Vehicular Security Center, un parking souterrain pour le One World Trade Center. En creusant de plus en plus profondément, les ouvriers ont mis à jour un trésor historique. À environ 6 mètres sous terre se trouvaient les restes de la coque d'un grand navire mesurant 9 mètres de long. Il contenait également une cargaison intéressante, comme cette chaussure en cuir confortable. Après avoir prélevé des échantillons de bois provenant de ce qui aurait été la coque, les scientifiques ont utilisé la datation dendrochronologique, une méthode qui consiste à dater les anneaux des arbres, pour déterminer que le navire avait été construit dans un chantier naval de Philadelphie vers 1773. Personne ne connaît avec certitude l'histoire de ce navire, ni comment il s'est retrouvé à une telle profondeur sous New York. Pour l'instant, l'hypothèse la plus plausible est qu'il s'agit d'un sloop de l'Hudson, et il s'agissait d'un navire conçu pour les colons hollandais aux États-Unis pour transporter des passagers et des marchandises sur des eaux peu profondes et rocheuses, comme celle de l'Hudson qui traverse New York. Cependant, la véritable question est de savoir comment un navire a pu finir enfoui 6 mètres sous terre. Après avoir été utilisé pendant environ 20 ans, le navire aurait navigué jusqu'au sud de Manhattan, où il aurait finalement coulé, soit délibérément, soit accidentellement. Malheureusement, le navire n'a pas eu droit à de grandes funérailles. Il a probablement été enseveli sous des déchets et d'autres matériaux de remblayage destinés à prolonger le littoral de Manhattan. Heureusement, cette découverte fortuite a permis au navire de trouver un lieu de repos légèrement plus approprié au New York State Museum. Fonctionnement interne.
Environ 415 millions de personnes à travers le monde souffrent de diabète, et beaucoup d'entre elles dépendent d'une simple injection d'insuline pour mener une vie aussi normale que possible. Cependant, sans une découverte surprenante, ce remède n'aurait peut-être jamais été identifié. En 1889, deux médecins de l'université de Strasbourg en France cherchaient à comprendre comment le pancréas influençait la digestion. Pour ce faire, ils ont retiré le pancréas d'un chien en bonne santé. Les résultats ne les ont pas aidés à en savoir beaucoup plus sur la digestion. Il était évident qu'ils faisaient fausse route. Cependant, ils ont remarqué une particularité étrange. Quelques jours après l'ablation du pancréas, des mouches ont commencé à pulluler autour de l'urine du chien. Quelque chose d'anormal et d'inattendu s'était produit. Après avoir effectué des tests, les médecins ont réalisé que le chien sécrétait du sucre dans son urine, un symptôme du diabète. Les médecins ont compris que l'ablation du pancréas avait rendu diabétique ce chien auparavant en bonne santé. Après d'autres tests, ils ont conclu qu'un pancréas sain devait sécréter une substance qui contrôlait le taux de sucre dans l'organisme. Les deux médecins n'ont jamais réussi à isoler cette substance mystérieuse. Cependant, grâce à leur découverte fortuite, Frederick G. Banting, Charles H. Best et John R. MacLeod de l'Université de Toronto ont réussi à réaliser une avancée scientifique majeure. Dans les années 1920, ils ont identifié l'insuline comme étant essentielle au maintien du taux de sucre dans le sang. Il s'agit d'une substance chimique principalement produite par le pancréas, et c'est tant mieux. Avant la découverte de l'insuline, le traitement le plus efficace pour les personnes atteintes de diabète consistait à réduire leur consommation de glucides et leur apport calorique global. Cela a conduit certains diabétiques à ne consommer que 450 calories par jour, et beaucoup ont succombé à la famine. Heureusement, le traitement courant par injection d'insuline est aujourd'hui une solution bien plus efficace. Bénissons ce petit chien sans pancréas. Station de préservation. Beaucoup d'entre nous rêvent de trouver un jour un trésor perdu ou de l'or caché, peut-être enfoui sous terre ou dissimulé dans un coffre ancien. Mais en 1982, Mehmet Sakir, un plongeur d'éponge turc âgé de 13 ans, a réalisé ce rêve, même s'il était plutôt humide. Mehmet plongeait à la recherche d'éponges au large de la côte de Luluburun. Lorsqu'au fond des eaux bleues, il aperçut quelque chose d'étrange. C'était un tas à ce qui ressemblait à, je cite, des biscuits métalliques avec des oreilles. Il s'est rapidement précipité vers le rivage et a informé le département local d'archéologie nautique, qui a envoyé une équipe d'inspection. Ce que Mehmet avait décrit était un tas de vieux lingots de métal d'une grande valeur historique. Mais lorsqu'ils ont plongé, ils ont enfin posé les yeux sur le site découvert par Mehmet et ils ont été stupéfaits. Il ne s'agissait pas seulement d'un trésor ancien, mais d'une cargaison d'une épave vieille de plusieurs siècles. Il leur a fallu 10 ans et plus de 22 000 plongées au total pour que les archéologues terminent les fouilles. Mais leur découverte en valait la peine. Ce que Mehmet leur avait révélé était l'épave du Luluburun, un navire de la fin de l'âge du bronze qui avait navigué au XIVe siècle avant Jésus-Christ, soit il y a environ 3500 ans. Il est probable que le navire transportait des marchandises provenant d'un port chypriote ou syrio-palestinien à destination de la Grèce mycénienne. En raison de sa proximité avec le littoral, les archéologues supposent que des vents violents ont poussé le navire vers des eaux peu profondes, où il a heurté le promontoire rocheux. Le navire de 16 mètres transportait une cargaison de 20 tonnes, dont la moitié était constituée de cuivre chypriote. Cependant, l'un des objets les plus intrigants est ce masque funéraire en or. Après le décès, celui aurait été placé sur le visage du défunt, afin que son âme reconnaisse son corps et puisse y retourner en toute sécurité. Parmi les objets les plus exotiques à bord figuraient les défenses d'éléphants, des carapaces de tortues, des coquilles d'œufs d'autruche et, tenez-vous bien, des dents d'hippopotame. Même si on pourrait croire que l'équipage du navire s'était livré à une bagarre avec le zoo local, il est probable que ces curieux objets d'animaux aient été utilisés pour fabriquer des vases ou des récipients, par exemple. Dans l'ensemble, cette épave a fourni l'un des assemblages les plus spectaculaires de la fin de l'âge du bronze jamais découvert. Et dire qu'il aurait pu rester à jamais enfoui au fond de la mer si un jeune de 13 ans n'était pas parti à la recherche d'éponges. Ville souterraine. En 1963, un Turc a décidé d'entreprendre quelques travaux de rénovation dans sa maison. Cependant, après avoir abattu un mur dans son sous-sol, il s'est retrouvé face à un trou. Un trou qui n'aurait pas dû être là. Derrière le mur se trouvait une pièce secrète avec un long tunnel sinueux menant sous la propriété. Ça ressemblait à un espace immobilier gratuit, une véritable opportunité. Comme on pouvait s'y attendre, il a exploré son nouveau repère. Cependant, il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas simplement d'une extension de sa maison. En descendant, il a compris la véritable nature de sa découverte fortuite. Il avait en quelque sorte mis à jour l'ancienne ville souterraine de Derinkuyu. La ville a été creusée il y a environ 3000 ans, mais elle n'a pris sa forme définitive qu'à l'époque byzantine, entre le 8e et le 12e siècle. C'est pendant cette période que les guerres arabo-byzantines eurent lieu. Les chrétiens utilisaient Derinkuyu comme protection contre les arabes musulmans, une sorte de bunker géant. Il est évident que ce fut un succès,
La grotte s'étendant sur 85 mètres de profondeur, soit environ 25 étages, était si grande que la population de la ville a atteint 20 000 habitants à un moment donné. C'est pas surprenant compte tenu de toutes les commodités disponibles, des écoles aux chapelles en passant par une cave à vin. Cependant, ne réservez pas tout de suite vos billets d'avion pour la Turquie. Dans les années 1920, Derinkuyu a vu ses derniers habitants quitter la ville souterraine. Exactement 50 ans après cette étrange découverte souterraine, des ouvriers du bâtiment démolissaient des habitations autour du château de Nevşehir, à seulement 29 km au nord de Derinkuyu. Étonnamment, les décombres ont révélé une autre ville souterraine. Comme à Derinkuyu, les chrétiens persécutés avaient construit une ville souterraine pour fuir les Arabes musulmans pendant l'ère arabo-byzantine. Ce refuge secret comprenait une église creusée dans la roche au XIIe siècle, des écuries et des centaines d'objets personnels tels que des pipes à tabac. Incroyablement, le site situé sous le château de Nevşehir serait la dernière ville souterraine au monde, s'étendant sur environ 465 000 mètres carrés et atteignant une profondeur de 113 mètres. Ouais, si je faisais pas un minimum de recherche, je pourrais penser que la population de la Turquie est composée de taupes. Laquelle de ces découvertes fortuites vous a le plus fasciné? Avez-vous déjà fait des trouvailles inattendues? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.